1947. Le plan Marshall. La guerre a mis un temps d'arrêt à tous ces grands projets européens. Mais, la machine a été très vite relancée. C'est par l'aide américaine à la reconstruction que la pression a été mise sur les différents États ruinés par le conflit, et dont les populations n'avaient pas franchement envie de fraterniser avec les Allemands à ce moment-là. Le plan Marshall est connu dans l'histoire officielle le catéchisme comme l'aide de 13 milliards de dollars apportés par les US pour reconstruire l'Europe, équivalent à 145 milliards d'aujourd'hui. Mais il s'agissait surtout du premier texte européen, puisque la condition à cette aide était de mettre en place les bases d'une Europe supranationale, qui décide seule sans l'accord des peuples et des gouvernements. Le plan Marshall n'a été que le début du processus de création européenne, dans un contexte de tentative d'endiguement du communisme. Lancé en juin 1947, le plan Marshall imposait la mise en place du Comité de coopération économique européenne, CCE, qui établissait les objectifs en matière d'économie européenne et répartissait l'argent. Ce comité est devenu l'Organisation européenne de coopération économique, l'ECE, créée en avril 1948. L'article 11 de la Convention de coopération économique européenne du 16 avril 1948 précise clairement que l'objectif de l'organisation est la réalisation d'une économie européenne saine par la voie de la coopération économique de ses membres. La Convention détaillait les actions à mener, notamment pratiquer une étroite coopération dans leurs relations économiques mutuelles, avec la mise en œuvre immédiate d'un programme commun de relèvement, établir des programmes généraux de production et d'échange de biens et de services, développer le plus vite, dans la plus large mesure possible et de façon concertée leurs échanges réciproques de biens et de services, resserrer leurs liens économiques par tous les moyens, et surtout maintenir la stabilité de sa monnaie et l'équilibre de ses finances, ainsi qu'un taux de change approprié et, d'une manière générale, la confiance dans son système monétaire. En 1961, l'OECE, qui n'allait pas assez loin au goût de monnaie pour qui la seule issue était une fédération européenne, est devenue l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, ajoutant des membres non européens, USA, Canada puis le Japon, et intégrant l'Europe dans la mondialisation. On lit ainsi sur le site du Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe, 100% pro-européen, que les États-Unis adoptent en avril 1948 une loi d'assistance étrangère qui crée l'administration de coopération économique, l'Economic Cooperation Administration, ECA, qui gère le plan Marshall. Ils décident d'envoyer un représentant permanent en Europe et d'établir des missions spéciales auprès de chacun des pays bénéficiaires. Des accords bilatéraux sont passés entre chaque pays et les États-Unis. Et de préciser un peu plus loin que le plan Marshall s'accompagne d'ailleurs d'une intense propagande. C'est ainsi qu'un train pour l'Europe, rempli de vivres et de denrées alimentaires, sillonne les pays bénéficiaires pour y exposer les projets entrepris et les résultats engrangés. La presse et les médias audiovisuels sont également mis à contribution, car le plan de relèvement européen est bien une arme de la guerre froide. Parmi les injonctions du plan Marshall, il y avait la mise en place d'une union douanière, idée qui traînait depuis plus de 20 ans dans les milieux européanistes. Il fallait ouvrir les frontières aux marchandises et aux investissements US. Les marchandises étant achetées avec l'argent du plan Marshall, que nous avons dû rembourser, on a donc versé 2 $ aux US pour 1 $ d'aide. En outre, les États devaient remplir de nombreuses conditions pour espérer accéder au Grisby,
Des conditions qui ne sont pas sans rappeler celles du pacte de stabilité européen actuel, qui nous oblige à rester sous les 3% de déficit et à l'équilibre budgétaire. Il fallait donc la stabilité budgétaire, un taux de change réaliste, une unité économique des Européens, la transparence de l'administration française, pas vis-à-vis des citoyens, mais des US, une solidité politique, aucun protectionnisme, pas de subventions publiques. Et encore, un amendement à la loi d'aide précisait que l'aide serait suspendue si le pays aidé tombait sous l'influence du communisme ou de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ou si des communistes distribuaient l'aide, précise Gérard Bossua. Et il fallait que les États communiquent auprès des opinions publiques sur les bienfaits du plan Marshall, c'est-à-dire faire de la propagande pro-US et pro-européenne. L'aide Marshall à l'Europe s'accompagna d'un contrôle américain de l'utilisation de l'aide particulièrement efficace avec la création d'une administration spécifique. L'European Cooperation Administration, ECA, rappelle l'historien Gérard Bossua. On avait les sous que si on investissait dans certains domaines, jugés porteurs en termes de croissance économique, et que si on se pliait aux injonctions US. Même l'Angleterre, à genoux financièrement à la fin de la guerre, a dû renégocier des emprunts, a été forcé en échange d'aligner la livre sterling sur le dollar, ce qui lui enlevait la possibilité de jouer avec le cours de sa monnaie et a fait exploser le défini de la balance commerciale dès 1946. Grâce à Jean Monnet, leur pion qui a été le grand propagandiste en France pour l'acceptation du plan Marshall, les US ont pu intégrer sans difficulté la France à leur programme. Le dit Monnet était auréolé de dons quasi mystiques par ses amis US, qui par médias et politiques interposés donnaient le plus large écho possible à ses délires européistes. Un dénommé Irving Mal écrivait encore en 1991 que on ne saurait surestimer le rôle joué par Jean Monnet dans l'histoire de la reconstruction de l'Europe. Le pire, c'est que c'est assez vrai, à ce détail près que Monnet lui-même n'a été qu'un pion des US, ce qui n'est jamais précisé dans les textes orthodoxes. Certes, on nous dit bien qu'il avait des relations chez les dirigeants des deux côtés de l'Atlantique, mais on oublie de préciser qu'il était l'obligé de Wall Street depuis les années 20. Le plan Marshall ne sortait pas de nulle part. Dès 1943, les Anglais et les US avaient déjà mis au point des plans très similaires, qu'ils voulaient imposer aux pays libérés après la guerre. Les conséquences de cette libéralisation des échanges et de cette intégration européenne imposée par les US ont été anticipées par un haut fonctionnaire français du service de coopération économique. Que du Quai d'Orsay, dont l'alerte est retranscrite par Annie Lacroix rit dans Aux origines du carcan européen, p. 137. Ce fonctionnaire écrivait en février 1950 que cette libéralisation des échanges, combinée à la pénétration des capitaux américains, représentait une menace pour la France. La libéralisation des échanges doit normalement aboutir à un contrôle sur l'économie européenne par les grosses sociétés américaines. En effet, ne survivront que les entreprises à haute productivité, c'est-à-dire celles qui auront pu se rééquiper, en général grâce au crédit du plan Marshall. L'expérience prouve, en France par exemple, que seuls bénéficient des crédits les firmes qui ont des liens étroits avec des sociétés américaines. Dans les conditions actuelles du marché des capitaux en Europe, l'Amérique est seule assez puissante pour financer les investissements nécessaires à la transformation de la production en une production de masse. Les US ont été en tout cas très satisfaits des bonnes dispositions des Français à l'égard de leur business à la suite des dons du plan Marshall. Et de fait, les politiciens français, de gauche comme de droite, se sont attachés à mener des politiques libérales, c'est-à-dire d'austérité pour le peuple et de gabegie pour les capitalistes.
Mais l'argent, qui finissait par revenir aux États-Unis, n'a pas été lâché facilement, et seulement au prix d'importantes concessions en termes d'autonomie politique et économique. Il faut aussi noter que le plan Marshall a été le jackpot pour les banquiers et industriels US. L'argent prêté a été remboursé avec intérêt, et il a en grande partie servi à acheter des marchandises fabriquées aux États-Unis. À cette époque, de nombreux comités, mouvements et autres groupuscules à la fois pro-européens de tendance fédéraliste et atlantiste, sont apparus. On peut citer le Comité français pour une Europe libre d'Henri Frenay, un proche de Georges Albertini, une des éminences grises de Pompidou, et de ses officines qui avaient déjà créé en 1946 l'Union européenne des fédéralistes. Le mouvement pour les États-Unis d'Europe de Jean Monnet. L'United Europe Movement créé en 1947 par Churchill et présidé par son gendre Duncan Sandys. Ou encore le Free Europe Committee, qui a carrément été créé à New York en 1949 par un groupe de puissants businessmen américains, d'avocats et de philanthropes, incluant Allen Dulles qui devint directeur de la CIA en 1953, sous le nom de National Committee for Free Europe, dont on a parlé précédemment. Une partie des financements venait officiellement des fondations Ford, Carnegie et Rockefeller, mais en réalité la quasi-totalité de l'argent était versée à ces fondations par la CIA. Les fondations jouant le rôle de blanchisseuses de l'argent de Washington. Et tout ce petit monde a soutenu à la fois le plan Marshall et la construction européenne,